Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il s'appelle Jean-François Akandji Kombe. Il est un homme politique centrafricain, professeur agrégé de droit à la Sorbonne en France. Il est le président du Conseil de résistance et de transition. L'homme se bat pour un meilleur ancrage démocratique de son pays, la Centrafrique. Et c'est justement pour apprécier la situation politique de son pays que nous le recevons. Il est notre invité. Jean-François Akandji Kombe, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ça fait 6 mois que votre pays s'est doté d'une nouvelle constitution. Alors, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la situation politique de votre pays, la Centrafrique, 6 mois après cette adoption? Alors, permettez-moi tout d'abord, pour répondre à votre question, de rendre un vibrant hommage à 2 résistants, 2 des nôtres, qui sont tombés ces jours derniers, dans la fleur de l'âge, c'était des tout jeunes. Il s'agit de Orphédois Cléqueté et de Axel Brice Ngaïkosé, qui sont morts ici en France. Oui. Et c'est cela aussi, l'après-constitution. Mais vous avez choisi, et je pense que vous avez bien fait, de choisir le marqueur, ce marqueur-là, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la nouvelle constitution, parce que vous avez suivi la campagne, je sais que vous l'avez fait assidûment, la campagne pour l'adoption de cette constitution, et on nous a asséné, aux Centrafricains un certain nombre d'arguments. La constitution, c'est la promesse d'un mieux vivre, prospérité, promesse d'une meilleure démocratie, plus de démocratie, promesse de plus de sécurité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On n'en est pas là. Nous avons des données objectives, et 6 mois après, on peut l'apprécier sur le plan économique. Les données de la Banque mondiale qui datent de moins d'1 mois montrent que la pauvreté s'est aggravée, la misère s'est aggravée même. Aujourd'hui, c'est plus de 70% de nos compatriotes qui sont dans un état au-dessous du seuil de pauvreté, et plus de la moitié d'entre eux ont atteint le seuil critique de l'extrême pauvreté. De l'extrême pauvreté. Et ça, ce que je dis là, ce sont des souffrances humaines de nos compatriotes qui sont derrière. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de route, il n'y a rien de tout cela. Tout ce qui avait été promis n'est là. Sur le plan politique, puisque votre question porte sur le plan politique, aujourd'hui, les marqueurs sont très clairs. D'abord, caporalisation des institutions. L'Assemblée nationale s'est réunie récemment, en l'espace d'1 semaine, pour adopter 8 lois organiques, pour mettre en place les institutions. Et ce qui est clair dans ces institutions, c'est que toutes les institutions de l'État centrafricain sont aujourd'hui sous la domination du président de la République, et ce n'est plus seulement par la pratique, c'est parce que leur nouvelle constitution le veut. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne voit pas à l'extérieur, une accélération de la répression contre les démocrates, contre tout citoyen centrafricain qui a le malheur d'exprimer une autre idée. Vous avez déjà autour de cette table, nous avions parlé de ma propre condamnation, avec d'autres résistants à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans de déchéance des droits civiques pour motif de incitation à la haine contre le gouvernement, appréciez vous-même. Mais depuis lors, il y a eu la condamnation de Karim Mekassoua, grand homme politique, ancien président de l'Assemblée nationale, pour des raisons politiques. Il y a eu l'arrestation et la séquestration et la détention arbitraire d'un jeune député qui est de notre mouvance, c'est Dominique Yandoka. Il y a la menace de levée de l'immunité parlementaire de 2 grands chefs de l'opposition, Anissé Georges Deleguélé et Martin Ziguélé. Il y a les menaces. Que leur reproche-t-on concrètement à ces 2 responsables? Ce qui leur est reproché à cet ensemble-là, c'est une réunion que nous avons tenue le 25 septembre dernier de toute l'opposition et de la société civile ici en France, l'opposition et la société civile centrafricaine qui se trouvaient être ici en France pour discuter entre compatriotes, pour nous entendre entre compatriotes. Voilà le péché qui a été commis. Et ceci se double par ailleurs, ça c'est sur le plan politique, mais on pourrait poursuivre la liste. J'ai parlé de la sécurité tout à l'heure, permettez que je mentionne quand même un fait. Au-delà de l'insécurité qui continue à prévaloir dans nos provinces avec les rackets, avec les exactions, avec les viols, etc. Il y a un fait aujourd'hui qui est que la République centrafricaine est en guerre silencieuse. On n'en parle pas. Ça ne sort pas dans les radars. Il se trouve que M. Touadéra a fait clandestinement, en tout cas en toute, sans publicité, 3 voyages qui étaient essentiels. Il est allé au Soudan du Sud, il est allé en Ouganda, il est allé en RDC. Pourquoi? Pour demander quoi? Pour demander des armes
et des troupes pour mater les populations du Grand Est centrafricain. Et fort heureusement, il est revenu bredouille. Mais il y a une intention, le pouvoir de Bangui contre la population, contre sa propre population. Nous sommes dans cet état-là aujourd'hui. Et ceci est des plus préoccupants. Ce que je voudrais dire ici, c'est que comme de la même manière que dans la vraie vie, on ne peut pas changer la nature d'un homme en changeant seulement ses habits. On ne peut pas changer le logiciel d'un pouvoir seulement en changeant de texte. La dynamique négative et régressive est toujours là, à l'œuvre. Cette constitution, il faut le rappeler, a été adoptée il y a 6 mois et elle permet désormais au président Touadéra de briguer un 3e mandat en 2025. Vous pensez que c'était ça son objectif ? C'était un objectif, évidemment, puisque l'opération consistait, entre autres, à briser le verrou qui empêchait d'aller vers un 3e mandat. Et d'aller... la Constitution de 2016 interdisait le 3e mandat et limitait la durée du mandat à 5 ans. Il fallait briser ce verrou-là, évidemment pour pouvoir avoir un pouvoir à vie. Ça, c'était un objectif. Mais cet objectif-là n'était pas le seul. Hein. Cet objectif n'était pas le seul. Il y avait aussi un autre objectif qui est tout aussi essentiel, c'était de briser toute opposition, en tout cas d'avoir un pouvoir sans partage, absolu et sans frein. C'est ce qui a conduit, par exemple, pour que nos auditeurs comprennent très bien, par exemple, les verrous qu'il y avait dans la Constitution pour permettre de contrôler la dévolution des contrats miniers, des contrats forestiers, des contrats pétroliers. Ce verrou-là a sauté. L'institution qui était chargée de surveiller ça, c'est-à-dire la haute autorité de la bonne gouvernance, elle n'est plus dans la nouvelle Constitution. Et tous les autres verrous ont sauté avec cela. Donc cet objectif-là était tout aussi grand. Et je voudrais revenir sur le premier objectif, qui est d'avoir le pouvoir à vie, c'est-à-dire de se faire élire indéfiniment. Tout un arsenal, on a construit tout un arsenal de division des Centrafricains pour atteindre ce résultat-là, à travers 2 notions dont nous avons déjà parlé, qui est d'abord la notion de Centrafricain d'origine, et ensuite l'exigence d'une centrafricanité exclusive, d'une nationalité exclusive pour aller aux élections. Et je voudrais dire ça, c'est dans d'autres pays aussi. C'est dans d'autres pays, mais il faut tenir compte de l'histoire de la République centrafricaine sur les 2 plans. Sur le premier plan, d'abord, l'exigence d'avoir une seule nationalité, la nationalité centrafricaine, c'est une exigence qui, dans l'absolu, ne peut pas choquer. C'est ça. Ne peut pas choquer, mais il faut tenir compte de l'histoire du pays. Ce pays, depuis l'indépendance, a fonctionné par exclusion successive de ses cadres, des meilleurs de ses filles et de ses fils. Ce n'est pas par gaieté de cœur, ni volontairement, que la plupart des Centrafricains sont sortis de leur pays, ont dû vivre à l'extérieur, travailler à l'extérieur et prendre éventuellement une nationalité étrangère. Je veux vous dire, je prends mon cas, par exemple. J'ai soutenu ma thèse ici en France, je suis rentré à Bangui. Je n'ai pas pu trouver de travail, je suis revenu ici. Et par 2 autres fois, et d'ailleurs, les 2 autres fois, c'était en face de M. Touadéra. En 2006, je suis reparti à Bangui avec un projet. J'étais vice-président d'une université française ici. Je repartais à Bangui avec un projet de coopération interuniversitaire et avec le projet personnel de revenir au pays pour contribuer au pays. J'ai rencontré M. Touadéra qui était alors le recteur de l'université de Bangui et M. Sarandi, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui n'était autre que le secrétaire général. On a fermé les portes, on a fermé les fenêtres, on n'a donné aucune suite à cela. Lorsque M. Touadéra a été élu, qu'il a prêté serment pour la première fois, j'étais à Bangui, j'étais parmi les premiers qu'il a rencontrés. Je lui ai dit la phrase suivante: je suis à la disposition de mon pays. Il n'a pas répondu à cela. Et dans ces conditions-là, c'est en quelque sorte une politique de double peine. Non seulement vous exilez par la force des choses les Centrafricains à l'étranger, et vous allez leur reprocher encore de pouvoir bien se débrouiller à l'étranger et de gagner de la compétence qui peut servir au pays. Et sur les Centrafricains d'origine, on sous-estime aujourd'hui l'impact de cette notion-là et la portée de cette notion-là.
on reste sur le fait qui est déjà très grave. Oui, bien sûr. Que des hommes politiques de premier plan en République centrafricaine sont éliminés de la course à la présidentielle. C'est le cas de Martin Ziguélé, dont l'un des parents n'est pas centrafricain, parce que pour être centrafricain d'origine, il faut que les deux parents soient centrafricains d'origine. C'est le cas, au-delà des hommes politiques, c'est le cas de, je dirais, nos frères musulmans, qui, dans la très grande majorité, sont devenus centrafricains au terme d'une migration. Tous ceux qui sont au terme d'une migration. Et puis, surtout, pour que demain, vous puissiez prétendre être centrafricain d'origine pour accéder aux hautes fonctions civiles et militaires ou aux élections, encore faut-il que vous prouviez que votre nationalité et celle de vos parents. Or, les 30 ans de guerre ont eu ceci comme conséquence que le premier objectif des rebelles, c'était de détruire les locaux administratifs et de détruire les documents administratifs. Aujourd'hui, quand vous allez en province, sur 10 centrafricains, vous n'en trouverez pas 2 qui sont capables de vous prouver leur nationalité, leur propre nationalité et la nationalité de leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus de 80% de centrafricains qui sont exclus. On a exclu tout ce qui pouvait gêner. Jean-François Akandi Kombé, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous entretenez des rapports tendus, alors extrêmement tendus, avec le pouvoir, vous et les autres figures de l'opposition centrafricaine. Sauf que, à un moment donné, il va falloir que vous vous parliez, il va falloir dialoguer, comme ça arrive souvent. Ou comme c'est arrivé récemment dans des pays, dont le Tchad, par exemple, qui a organisé un dialogue national, mais c'est arrivé ailleurs. Là, le président sénégalais, Macky Sall, appelle ses compatriotes à un dialogue national. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui par rapport à la possibilité de s'asseoir et de discuter avec le président Touadéra? Alors, en me regardant comme cela, les yeux dans les yeux, oui. Est-ce que vous avez en face de vous un dangereux criminel, terroriste, jusqu'au boutiste, extrémiste? Non. Vous avez en face de vous un fils de Centrafrique, un patriote, qui se dit « mon pays mérite mieux », qui se dit « il est possible de faire autrement », et qui, avec d'autres patriotes, ont toujours été dans une position de dialogue, de discussion avec le pouvoir. Combien... Mais vous n'avez pas été ouvert. Combien de documents, vous n'avez pas été aussi ouvert que ça. Au contraire, vous avez basculé dans une forme de radicalisation. Combien de mémorandums nous avons transmis? Oui, je parle de moi, mais je parle aussi de toute l'opposition démocratique parce que, y compris à Ezingo-Biani, nous étions ensemble. Nous nous sommes retrouvés ensuite ensemble maintenant. Et il y a un cheminement. Nous avons exploré toutes les voies du dialogue démocratique, de l'action constitutionnelle. Nous avons été devant la Cour constitutionnelle qui nous a donné raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir est passé en force. Oui. Vous le savez très bien. On a construit notamment sur cette constitution qui a été déclarée inconstitutionnelle. Le processus a été déclaré inconstitutionnel. Ils sont passés en force. Et à chacune de nos demandes, on nous répondait, et d'ailleurs le conseiller spécial du président de la République, de celui que nous considérions comme notre président de la République, le dit très bien, leur politique, c'est la politique du faire, jusqu'au bout, moins à moins. C'est ça qu'il dit. Et donc, au bout d'un moment, notre position n'est pas une position de radicalité. C'est une position qui consiste à dire, ou si vous dites de radicalité, c'est de radicalité positive. Nous sommes dans un pays où des Centrafricains se sont réunis en 2015 pour dire voilà ce que nous voulons comme institution, voilà ce que nous voulons comme direction de ce pays, voilà ce que nous voulons qu'on fasse de nos ressources naturelles. Nous ne voulons plus repartir dans les affres de la malgouvernance, etc. Et c'est cette volonté-là des Centrafricains sur laquelle on a marché. C'est un coup d'État constitutionnel, c'est d'une violence inouïe. Nous sommes en train de le voir au Sénégal. Le coup d'État constitutionnel, ce n'est pas seulement une feuille de papier qu'on déchire. Cela s'accompagne de violence. Cela s'est accompagné en République centrafricaine de disparition de personnes, de mort de personnes. Et donc, nous nous sommes levés et nous avons dit, mais puisque nous avons tout tenté, et il nous reste un instrument qui est un instrument constitutionnel. C'est la Constitution qui dit que ce que Touadéra a fait avec les siens
c'est une déclaration de guerre au peuple centrafricain qui a pour conséquence qu'il est illégitime et qui appelle les citoyens à faire ce que nous avons fait. Nous nous sommes levés pour le faire. Maintenant, pour répondre à votre question. S'il y a des signes, s'il y a aujourd'hui des signes d'une main tendue de la part du pouvoir centrafricain, est-ce que vous saisirez cette main tendue? Pour répondre à votre question, nous sommes des citoyens ouverts au dialogue, et à titre personnel, je suis ouvert au dialogue. Ce n'est que par le dialogue que nous sortirons notre pays de l'ornière dans lequel il se trouve. Ce n'est que par le dialogue et par la réunion des compétences centrafricaines qu'on peut avancer. C'est d'ailleurs la logique que nous avons dans le CRT, c'est la logique que nous avons aussi avec les partis d'opposition. Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous disons ceci. Il ne peut y avoir de dialogue utile que si la confiance est là, c'est-à-dire la confiance dans la parole de l'autre. Toute notre histoire du cycle Touadéra nous montre qu'il n'y a pas de respect de la parole donnée, y compris le serment qui a été fait sur la Constitution et devant les ancêtres. Il nous faut ça. Nous le posons comme préalable. Deuxièmement, nous irons au dialogue. Nous sommes prêts à aller au dialogue si le climat qui a été créé aujourd'hui, qui fait que aujourd'hui, aucun d'entre nous, si je rentre aujourd'hui, je suis en prison. Je ne vous cache pas. Mais tu as parlé de signes de main tendue. Donc, mais de signes de main tendue, il y a un certain nombre de choses, mais que je ne détaillerai pas ici puisque nous n'avons pas le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par le truchement d'un certain nombre de canaux, 3 en particulier, nous avons déjà envoyé le message à M. Touadéra. Et à son gouvernement, il lui est parvenu sur les préalables qui feraient que nous irions à la table des négociations. Il ne s'agit pas simplement de discuter. Nous avons dit, lorsque nous nous sommes réunis avec les partis politiques le 25 septembre, compte tenu de la situation telle qu'elle est, nous ne reconnaissons pas la Constitution parce que ce n'est pas une Constitution des Centrafricains et nous ne reconnaîtrons pas les institutions qui en seront issues. Et la conséquence de cela, c'est que nous ne pouvons pas aller à des élections qui sont d'ores et déjà pipées. Donc, mais, je le répète, nous sommes convaincus que c'est par le dialogue qu'il faut sortir, mais un dialogue sincère, avec une garantie, et nous demandons à nos amis de la communauté internationale, quels qu'ils soient, de jouer ce rôle de garant. Parce que la parole de M. Touadéra aujourd'hui, aucun centrafricain ne peut y croire. Une dernière question, très rapidement pour finir, et votre réponse, s'il vous plaît, en quelques secondes. On le voit dans plusieurs pays, l'opposition a du mal à parler d'une seule voix, divisée. Elle est dans plusieurs pays. Est-ce que vous qui faites partie des principales figures de l'opposition centrafricaine et les autres, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui si effectivement le président Touadéra manifeste des signes de main tendue? Est-ce que vous êtes en situation de partir unis, la main dans la main, pour construire votre pays, la Centrafrique? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, comme dans beaucoup de pays africains, nous avons été divisés. Mais fort heureusement, et c'est l'une de mes plus grandes satisfactions, de nos plus grandes satisfactions, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous citais tout à l'heure la réunion du 25 septembre. De la réunion du 25 septembre est sorti un instrument de concertation entre nous qui s'appelle la CFR, c'est la concertation des forces républicaines. Et cette concertation des forces républicaines, depuis le 25 septembre, nous travaillons. Et beaucoup seraient surpris par le climat de fraternité, le climat de cohésion et le climat de travail que nous avons entre nous, leaders de la société civile et leaders des partis politiques. Ceci est un terrain, ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une pratique du travail en commun que nous sommes en train d'entreprendre. Et évidemment, je ne suis pas le porte-parole de la CFR pour pouvoir exprimer ici la position de la CFR, mais je crois pouvoir dire que ce que j'ai dit ici, c'est ce que nous portons tous ensemble et collectivement. Et nous sommes bien déterminés à aller comme un seul homme, comme un seul homme, vers ce qui sera le dialogue si les préalables sont remplis, et vers la construction de notre pays. Et j'ajoute que dans notre dynamique, il s'agit d'un large rassemblement des Centrafricains et que de notre dynamique, même les frères qui sont aujourd'hui dans le MCU ne sont pas exclus parce qu'il faut réunir les Centrafricains demain
pour pouvoir construire le pays. Et quand vous dites tous ensemble, vous parlez justement de vous-même, de Martin Ziguélé, de Anissé Georges de Loguélé, Karim Mekassoua et beaucoup d'autres. De Maître Tchangaï, Nicolas Tchangaï. De tous les leaders qui étaient là, des leaders de la société civile, comme les leaders du groupe des 12 apôtres, etc. etc. Jean-François Akandji Combé, je rappelle que vous êtes le président du Conseil de résistance et de transition, professeur agrégé de droit à la Sorbonne. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.